mobilisation sociale contre la méningite, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a lancé ce matin à Massaguet la troisième phase de la campagne de vaccination contre la méningite A. C'était en présence des autorités de la région. Un troupeau de bœufs en voie d'être frauduleusement exporté vers le Cameroun a été saisi au-delà de Mandalia par la brigade itinérante du bétail de la Direction générale des douanes. En République démocratique du Congo, la précarité croissante dans les camps des déplacés au Nord Kivu génère des situations complexes où les moyens d'accueil sont insuffisants pour les 11 000 familles qui ont trouvé refuge. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. L'actualité de ce samedi est marquée par le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A, une campagne lancée à Massaguet, le ministre Emmanuel Nadingar. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des représentants des partis ainsi que des autorités administratives, traditionnelles et militaires de la région de Hadjar-Lamis. Souleymane Diabo nous fait le point. Le gouvernement s'est engagé à éliminer toutes les épidémies de méningite du Tchad. Le déplacement du Premier ministre Emmanuel Nadingar à Massaguet vient confirmer cet engagement. Le chef du gouvernement est venu lancer officiellement la troisième phase de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A et contre la poliomyélite. Pour accompagner le gouvernement dans cette politique, le gouverneur de la région du Hadjar-Lamis, Djidda Moussa Ousmane, entend s'investir personnellement pour le succès de cette campagne dans sa région. Le représentant résident adjoint de l'UNICEF au Tchad, Marcel Ouattara, informe que durant les 15 dernières années, le Tchad a enregistré 5000 cas de méningite avec plus de 5000 décès. Les deux phases de campagne de vaccination ont connu un véritable succès, précise le représentant de l'UNICEF, car aucun cas n'a été enregistré au cours de la saison épidémique de la méningite 2011-2012 dans les régions concernées par les deux premières phases. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, Barry Seydou Paté, a vanté la vertu du nouveau vaccin, très efficace, sûr, à la portée des pays en voie de développement, et aucun effet secondaire n'a été enregistré jusqu'à présent dans les sujets auxquels Menafrivac a été administré, rassure le représentant de l'OMS. Représentant son collègue de la santé publique, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimé Adoum, relève que la vaccination concerne toute personne âgée d'1 à 29 ans. Le vaccin procure une immunité de 10 ans et la troisième phase va durer 10 jours allant du 27 octobre jusqu'au 5 novembre prochain. Situé en pleine ceinture africaine de la méningite, le Tchad a été retenu comme pays prioritaire dans le cadre de l'effort mondial de l'élimination des épidémies de méningite, a indiqué le Premier ministre Emmanuel Nadingar, d'où l'introduction d'un nouveau vaccin contre le méningocoque A dénommé Menafrivac. Le chef du gouvernement a salué l'impact de ces nouveaux vaccins dans les pays l'ayant introduit l'année dernière, plus précisément dans les régions du Tchad où sont menées les deux premières phases de cette campagne. Juste après la cérémonie de lancement officiel de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque A, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a administré des vaccins à quelques sujets. À présent, je vous invite à suivre un extrait du discours du chef du gouvernement à l'occasion du lancement officiel de cette campagne. La question de la santé du peuple tchadien est une préoccupation majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et constitue l'axe prioritaire de l'action gouvernementale. Votre présence massive à cette cérémonie de lancement témoigne de votre engagement en faveur de la santé de nos populations. Je dois m'en féliciter. Le Tchad se situe en pleine ceinture africaine de la méningite et l'un des pays les plus affectés par la méningite à méningocoque A dans la sous-région. De nombreuses épidémies sont déclarées chaque année, et même en dehors de tout phénomène épidémique. Les formations sanitaires enregistrent régulièrement de nombreux cas suspects ou confirmés. Face à cette situation d'épidémie récurrente, notre pays a été retenu comme un pays prioritaire
dans le cadre de l'effort mondial pour éliminer les épidémies de méningite dans la région africaine de l'OMS. Cela lui permet de bénéficier de l'introduction de ce nouveau vaccin appelé MENAFRIVAC. C'est le lieu ici de traduire au nom du président de la République du Tchad, chef de l'État, Idriss Déby Itno, et au nom du gouvernement de la République du Tchad, notre profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour leurs appuis dans cette campagne de vaccination. Ici à N'Djamena, c'est le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la polio dans le 9e arrondissement de la capitale. Chose vue avec Gandata Wamia. Ces 2 doses de vaccins administrées aux enfants du quartier Ndjari dans le 8e arrondissement marquent le lancement de l'avant-dernière campagne de vaccination pour l'année 2012. Des 5 cas décelés il y a 3 mois, l'on a notifié les 4 cas de poliovirus sauvage à N'Djamena, dont 2 à Zafai Est et 2 à Ndjari, 2 quartiers contigus du 8e arrondissement. D'où le choix du quartier Ndjari pour le lancement de cette campagne de vaccination contre la polio. L'une des principales causes de la persistance de ce virus est surtout la faible implication des communautés dans les activités de vaccination que nous menons. Et cette faible implication a comme résultat le refus des parents de faire vacciner leurs enfants. Le gouverneur de la ville de N'Djamena, le maire du 8e arrondissement et la représentante des partenaires ont tous plaidé pour une forte implication des chefs traditionnels et autorités locales dans la lutte contre la poliomyélite. Tous ont soutenu que l'éradication définitive de la poliomyélite du Tchad d'ici fin 2012 est possible, pourvu que tous les enfants soient vaccinés tout au long de cette campagne et celle prise en novembre prochain. Une autre campagne lancée ce matin, c'est celle qui concerne le VIH-Sida. Une campagne lancée à Kousséri, au Cameroun voisin. Des précisions avec Kadnouba Théophile. Les États de l'Afrique centrale conjuguent leurs efforts pour faire face aux récurrentes maladies, à savoir IST, VIH-Sida. Cette volonté se matérialise par la mise en place du projet Prévention IST, VIH-Sida en Afrique centrale, en abrégé PPSAC. Le lancement officiel de ce projet d'activité synergique transfrontalière a lieu ce samedi 27 octobre 2012 à Kousséri au Cameroun. La cérémonie a réuni les autorités administratives et communales ainsi que les représentants de l'OCAC et les institutions de lutte contre le VIH-Sida du Tchad, Amazone et du Cameroun, ACAMS, chargés de la mise en œuvre du projet sur les 2 territoires. Les intervenants qui se sont succédés au podium ont déclaré que le IST et le VIH-Sida retardent le développement de l'Afrique car elles affaiblissent et font des victimes dans toutes les catégories d'âge. C'est pourquoi il est important que les États de l'Afrique centrale unissent leurs forces pour anéantir ces maladies. Le représentant du préfet de Kousséri, Bagouin Forman, appelle les populations des 2 rives au dépistage. Il affirme qu'il est important de connaître son statut sérologique. C'est une évidence et nos populations en souffrent. Il est également incontestable que des politiques unilatérales des États en matière de santé ne peuvent aboutir à son. L'État est loin d'être un vase clos. Pour s'assurer de l'effectivité des opérations sur les dérives du Logone, les délégations tchadiennes et camerounaises se sont rendues à Nguéli, dans le 9e arrondissement de N'Djamena, pour faire le tour des stands d'exposition et de dépistage. À suivre à la fin de ce journal, 2 décisions du mouvement patriotique du salut. Le réseau des professionnels tchadiens de l'informatique et des télécommunications, une organisation non lucrative qui œuvre pour le développement des technologies, a organisé son assemblée générale hier au CEFOD. Plus de 300 membres ont pris part à cette rencontre. Il s'agit au cours de ces assises d'évaluer les activités de l'association pendant l'année en cours et voir dans quelles conditions l'association peut évoluer. Mara Joséphine nous fait le point.
L'avis d'une association dépend de la révision régulière de la feuille de route, des stratégies adoptées et des propositions concrètes susceptibles de redynamiser ces activités. Après quelques mois d'exercice, les 300 membres, tous œuvrant dans le secteur de l'informatique et des communications, se sont retrouvés. Ceci afin de mener une étude approfondie sur les activités programmées et réalisées, répertorier les difficultés rencontrées en vue d'envisager des actions futures. Pour une meilleure visibilité de leur organisation, les participants à cette rencontre ont débattu des thèmes liés à leur domaine de compétences, à savoir le plan national des infrastructures de la communication et de l'information NICI, ainsi que le passage au tout numérique des systèmes de communication de la radio et de la télévision. Outre ces sujets de l'heure, ces spécialistes ont également abordé les défis à relever par rapport à l'exploitation ultérieure de la fibre optique et les opportunités qu'offrent ces moyens de communication le plus fiables. Le président du réseau des professionnels tchadiens de l'informatique et des télécommunications donne des précisions sur le choix des thèmes. Ce sont les gros pôles d'activité qui sont en train de venir. Et il est important que les techniciens, les professionnels soient informés et qu'ils partagent un peu une compréhension commune de cela. Et les débats ont permis de faire un brassage de connaissances, de compréhension du sujet. Et là, nous représentons avec un certain niveau de compréhension qui est commune sur le sujet. La mise en place d'une commission chargée d'étudier à fond la question de la fibre optique et la relecture du plan national des infrastructures de la communication et de l'information sont entre autres les recommandations formulées à l'issue de cette Assemblée générale. La brigade de la douane a saisi au-delà de Mandalia, précisément à Batalaï, un troupeau de bœufs en voie d'être frauduleusement exporté vers le Cameroun. Les présumés auteurs se sont enfuis et les bœufs sont pour l'heure à la disposition de la direction chargée du dédouanement du bétail. Adoumbe Hortense nous fait le point. C'est un troupeau de 80 bœufs qui a failli être exporté frauduleusement vers le Cameroun. Le pire est que la plupart est femelle et de race Mbororo en voie de disparition. Les présumés fraudeurs surpris en flagrant délit à Batalé par la division de la brigade itinérante du bétail se sont enfuis et le troupeau saisi. Se référant à l'ordonnance 19 portant interdiction de vente et exportation des femelles, le directeur chargé du dédouanement du bétail considère cet acte comme un crime économique. C'est une bande organisée qui quitte depuis Droubali, ils viennent par le fleuve. Avec la complicité de la population, ils peuvent échapper à un certain temps. Mais cette fois-ci, nous avons pu les traquer grâce à l'intelligence de cette équipe. Et sur ce, je tiens beaucoup à les féliciter. C'est une espèce qui tend à disparaître. Et ça, d'abord, c'est un crime économique. Et ça tire aussi les cheptels du Tchad. Abakar Moussa Kale a déclaré qu'une requête de confiscation sera faite pour une éventuelle vente aux enchères au bénéfice du trésor public. Mais en attendant, les présumés auteurs seront recherchés et répondront de leurs actes. Le parti Al-Nasr organise depuis ce matin un forum sur l'implication de la jeunesse dans le processus démocratique au Tchad. C'est le président national du parti, Dr Youssouf Anadif, qui a lancé les travaux du forum. Belgar l'armée, la guerre. La tenue de ce forum placé sous le thème « L'implication de la jeunesse dans le processus démocratique au Tchad » va permettre aux membres de cette formation politique et surtout les jeunes de faire le bilan des activités afin de repartir sur des nouvelles bases. Le président national Mahamat Anadif Youssouf invite les jeunes à entreprendre des initiatives pour bénéficier du fonds d'insertion alloué à la jeunesse, pilier du développement économique du pays. Il a conseillé à ses militants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de ce forum, la toute première du genre dans la vie du parti. Solidaire de l'action gouvernementale, le parti Al-Nasr adhère à la philosophie de la Renaissance prônée par le président de la République. Mahamat Anadif Youssouf se félicite de l'approche du chef de l'État qui a permis d'impliquer les partis alliés à l'organisation du dernier congrès du mouvement patriotique du salut. Les judokas nationaux continuent à réaliser des prouesses sur les tatamis des grandes compétitions. La dernière est celle réalisée par le jeune judoka Kabo Bichara Brahim au championnat d'Afrique cadet et junior de Botswana. Il a en effet remporté la médaille de bronze. À 18 ans seulement, Kabo Bichara Brahim est vice-champion d'Afrique. Voici son portrait avec Innocent Kilayou. La médaille de bronze
arraché au championnat d'Afrique cadet de Botswana, l'œuvre du jeune judoka Kabo Bichara Brahim. Âgé de 18 ans, Kabo Bichara Brahim a commencé le judo très jeune. Kabo a commencé le judo, c'est depuis 2006 qu'il a commencé le judo avec moi, étant encore dans le judo enfant. Il a progressé, il était d'abord dans la catégorie moins de 55, ensuite il a passé à 60 et il est arrivé maintenant à moins de 66. Kabo, c'est un judoka qui est régulier sur le tapis. Dans son club étoile, Kabo Bichara Brahim a rapidement gagné la confiance de son entraîneur par le travail. Il était à l'équipe nationale presque 2 ans et c'est un garçon d'abord très assidu parce qu'il respecte les consignes qu'on lui donne et il est tellement ponctuel à l'entraînement. Quand je dis il est ponctuel parce que Kabo, si l'entraînement commence à 16h, à 15h30 déjà il est là. En 2011, Kabo Bichara Brahim intègre à l'âge de 17 ans le Centre international de judo africain du Maroc. Mais son séjour marocain ne sera que de courte durée. Nous avons bien compris que c'est un jeune judoka qui a du talent malgré son âge. C'est comme ça que le 11 février 2011, il était au centre pour la préparation de la qualification aux Jeux Olympiques. Après 7 mois au centre, les techniciens du centre ont eu à constater que Kabo n'arrive pas à supporter la charge musculaire du travail du centre parce que c'est un senior. C'est comme ça qu'il est rentré au pays en septembre. Et dès qu'il est rentré au pays en septembre 2011, nous l'avons pris en main, nous avons commencé par travailler énormément avec lui parce que nous avons eu à constater dès cela 2 ans que c'est un judoka porteur d'avenir, c'est un judoka qui peut faire un bon résultat au moment opportun. De retour en N'Djamena, Kabo Bichara du Tchad, comme l'appellent ses amis, ne se décourage pas. Je suis vraiment fier du travail que j'ai fait et ça a vraiment payé. Présenté pour la première fois au championnat d'Afrique junior, Kabo Bichara du Tchad remporte la médaille de bronze et devient vice-champion d'Afrique de judo dans la catégorie de 66 kg. Un sacre qui n'a jamais été obtenu par les judokas masculins depuis 1976. C'est la première fois que nous avons une médaille masculine africaine pour le judo tchadien. Voilà pourquoi la Fédération tchadienne de judo, pour l'encourager par rapport à cette distinction, cette bravoure et ce courage mis en place pour obtenir cette médaille-là, nous a amené à le grader ceinture noire première dan de judo. Dans la famille du judoka, c'est un grand honneur. À chaque fois qu'il y a une compétition, quand il me dit je suis joyeux, je toujours dit des choses qui peuvent l'encourager à faire quelque chose. Aujourd'hui, il m'a amené cette médaille-là. Je suis vraiment content. Je lui ai toujours donné des conseils, parce que moi j'ai eu la chance de faire le judo très tôt, j'ai commencé à 7 ans, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir gagné un concours pour mon pays. Et en le mettant au judo, j'avais tout espoir pour qu'il réussisse. Et là, ça c'est vraiment un résultat qu'il a ramené, et c'est vraiment une fierté, quoi. Pour le proviseur du lycée Gabriel Lisette, l'établissement que fréquente le vice-champion d'Afrique de judo, la médaille remportée par son élève démontre qu'un bon sportif est aussi un bon élève. Les sports tels que le judo n'empêchent jamais à un élève de rater sa vie. Jamais. Au contraire, les deux vont de pair. Et c'est ce qui prépare l'enfant et peut-être que lui rend performant dans sa vie. À l'âge de 18 ans seulement, Kabo Bichara Brahim est déjà vice-champion d'Afrique. Le judoka nourrit également des ambitions. Celle de glaner un jour la plus prestigieuse médaille, la médaille en or. À l'étranger ce soir au Kenya, le procureur accélère les enquêtes sur les violences post-électorales dans ce pays où l'église dans laquelle femmes et enfants ont trouvé refuge a été poursuivie pour l'heure dans cette affaire. Détail, François Bada TV.
Eldoret, dans la province de la Rift Valley, est considéré comme l'épicentre des violences post-électorales de 2007-2008. À l'époque, des jeunes de l'opposition, rendus furieux par les résultats de l'élection présidentielle, avaient assiégé et mis le feu à une église où des femmes et des enfants avaient trouvé refuge. 37 personnes étaient mortes dans l'incendie. Aujourd'hui, l'église n'est plus qu'un cimetière où la procureure de la Cour pénale internationale s'est rendue dans le cadre de sa visite de 5 jours au Kenya. Un peu plus loin, devant une foule rassemblée en plein air, elle tentait de convaincre que l'enquête de ces pays est impartiale. Je peux vous dire que l'enquête de la CPI est juste et continuera d'être juste. Nous resterons indépendants et nous ne visons personne en particulier. Les violences post-électorales ont fait plus de 1000 morts et 600 000 déplacés. 4 Kenyans considérés comme les instigateurs sont poursuivis par la CPI. 2 d'entre eux sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle de mars 2013. Mais la procédure internationale empêche la justice kenyane de faire son travail. C'est pourquoi il est toujours de la responsabilité du gouvernement d'essayer de poursuivre les crimes commis par d'autres que ceux qui sont inculpés par la Cour pénale internationale. Jeudi, au cours d'une conférence de presse à Nairobi, Fatou Bensouda a évoqué des pressions sur des témoins. La CPI a notamment requis le témoignage de fonctionnaires gouvernementaux et d'officiers de police, mais certains s'abritent derrière l'obligation de réserve pour ne pas coopérer. En République démocratique du Congo, la précarité croissante dans les camps des déplacés au Nord Kivu génère du jour au lendemain des situations complexes. 11 000 familles trouvent des moyens d'accueil insuffisants. Les détails avec Gabriel Lorne de l'ITV. Situé près de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, le camp de déplacés de Kanyaruchinya accueille près de 11 000 familles. Un chiffre qui augmente au même rythme que l'insécurité dans la région. Il y a à chaque fois des bandits qui viennent aussi tuer, des hommes qui restent à la maison. Et aussi il y a des pillages. On pille même les biens qui restent, des gens déplacés. Nous attendons maintenant que cette affaire soit terminée. Les moyens d'accueil au camp de Kanyaruchinya n'augmentent pas, eux. Et il devient impossible d'offrir à chaque déplacé un toit, de la nourriture suffisante, préparée dans des conditions sanitaires convenables. Cette précarité est accentuée par une certaine complexification du jeu politique dans la région. Il y a tant de groupuscules armés, tant d'acteurs gouvernementaux impliqués dans les violences que les personnels humanitaires ne savent plus à quels interlocuteurs se fier. C'est une situation difficile à appréhender parce qu'elle est complexe, elle est volatile, elle change. Et hier, au cours du briefing que nous avons eu, nous avons compris effectivement que cette situation évolue sans cesse et effectivement que sur le terrain, nous avons plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes et ce qui complique évidemment aussi le travail des organisations humanitaires. Depuis avril et les offensives de la rébellion du M23, les délégations officielles venues du monde entier se succèdent dans les camps de déplacés de l'Est du Congo pour réclamer paix et sécurité pour chacun, sans véritablement trouver un écho. Madagascar, confronté à une crise économique grave, se bat pour sortir sa compagnie aérienne de la liste noire de l'Union européenne. Des précisions avec Sébastien Babakan. À l'aéroport international d'Ivato à Antananarivo, tout semble normal en apparence. Les départs et les arrivées se succèdent, mais avec beaucoup moins de bousculades. Déjà confrontée à une crise politique et économique grave, la Grande Île se bat pour sortir la compagnie aérienne nationale de la liste noire de l'Union européenne. Madagascar a connu en 2008 un audit qui a été diligenté par l'OACI. Et les résultats de cet audit ont montré qu'il y a eu 77% de manquements. Dans ce cadre-là, Madagascar a fait l'objet d'une mise en annexe B des 2 aéronefs de sa compagnie aérienne, qui est la compagnie nationale Air Madagascar. Les 2 aéronefs, c'était des Boeing 767 qui reliaient Madagascar à l'Europe et à l'Asie.
Pour obtenir la reprise des vols d'Air Madagascar vers l'Europe, les autorités comptent donc sur la SECNA. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar gère déjà 3 aéroports sur la grande île et contrôle la région d'information de vol d'Antananarivo, qui inclut également les espaces aériens de l'île de la Réunion et des Comores, soit une superficie de 2 700 000 km². La SECNA s'est engagée à apporter son soutien tant matériel qu'en ressources humaines pour sortir de cette situation-là et également renforcer les capacités de l'autorité de l'aviation civile à travers des formations que nous mettons à leur disposition. Les deux parties filent à nouveau le parfait amour. On est mêlé de retrait ou encore du manque d'intérêt à l'endroit de l'agence affiché il y a quelques années par Madagascar. Chose promise due, voici la lecture des deux décisions du MPS. Au terme de la décision qui est numéro 001, les camarades dont les noms suivent sont chargés des secrétariats ci-après. Secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Beyon Malo Adrien, secrétaire général adjoint, Dr Ndeli Moussa Yayami, secrétaire national à l'idéologie et à la propagande, M. Ahmad Hassab, secrétaire national aux relations avec les partis politiques, Haliki Tidemi, secrétaire national aux relations extérieures et des militants de l'extérieur, M. Moussa Faki Mahamat, secrétaire national à l'organisation et à la participation féminine, Mme Hawa Gane, secrétaire national à l'organisation et à la participation de la jeunesse, Hassan Sila Bakari, secrétaire national à la promotion des opérateurs économiques, Bakar Tahir Moussa, secrétaire national chargé des groupements socio-professionnels, Gata Ngoulou, secrétaire national à la formation et à l'encadrement des militants, Madame Fatime Tchombi, secrétaire national à la direction et à la décentralisation et aux libertés locales, Gayang Soare, secrétaire national aux affaires militaires et à la sécurité, Gokuni Sidi Sougoumi, secrétaire national à la solidarité nationale, Ngarbatna Carmel Soukat, secrétaire national aux manifestations statutaires, Djiber Younous, secrétaire national chargé des élections, Ahmad Abbakarajit, secrétaire national aux questions juridiques et d'éthique politique, Jean-Bernard Padaré, secrétaire national à l'éducation et à la renaissance de l'école tchadienne, Mohamed Yaya Okidagash, secrétaire national à la santé et à la protection de la population, Madame Habsita Al-Bukhari, secrétaire national aux relations en milieu nomade et rural, Asif Mohamed Sunni, secrétaire national industriel et commercial, Ahmad Mohamed Karambal, secrétaire national adjoint à l'idéologie et à la propagande, Mohamed Assafi Daoud, secrétaire national adjoint au groupement socio-professionnel, Madame Mariam Djamous, secrétaire national adjoint aux organisations féminines, Madame Dila Lucienne, secrétaire national adjoint à la participation de la jeunesse, Yacoub Saleh Ourada, secrétaire national adjoint aux relations extérieures et des militants de l'extérieur, Mohamed Abali Salah, secrétaire national adjoint chargé de la promotion des opérateurs économiques, Fortei Madou, secrétaire national adjoint à la solidarité nationale, Mme Albatoul Zakaria, secrétaire national adjoint aux relations en milieu nomade et rural, Mme Khadija Saballa, secrétaire national adjoint à l'éducation, Mme Kouma Christine, secrétaire national adjoint aux élections, Saleh Abdelaziz Daman, secrétaire national adjoint aux questions juridiques et d'éthique politique, Mme Amina Kodjana. Au terme de la seconde décision, qui porte le numéro 002, le camarade Mokhtar Wawa Dahab est désigné porte-parole du mouvement patriotique du Sali. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléjad.